Disney est-il capable de faire une bonne suite à ses films? Avatar 3 est-il le film qu'on attendait? Et le rachat de Warner est-il annonciateur de la mort prochaine du cinéma? Bonjour à tous, bienvenue dans Checkpoint, l'émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité pop culture. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. J'avais envie de commencer cette émission en vous parlant du rachat de Warner Bros. Sauf qu'en raison des fêtes de fin d'année, on tombe le 18 décembre. Et c'est le bordel. La situation change tous les jours et peu importe ce que je dis maintenant, ce sera déjà très différent au moment de la sortie de cette vidéo. Ce sera peut-être même déjà fini. En l'état, c'est surtout la guerre entre Paramount et Netflix, et jusqu'ici Netflix proposait plus d'argent. Mais Paramount bénéficie du soutien de Captain Facho, alias Donald le Pamplemousse Trump. Ce dernier est intervenu dans ce bordel car Paramount lui a promis de la propagande. De plus, des Saoudiens sont venus ajouter du pognon dans le camp de Paramount à hauteur de 20%. Waouh, que des gens bien dans cette équation. Mais Warner aurait refusé l'offre à 108 milliards de dollars, donc c'est pas fini. De plus, il y a un truc qui s'appelle la loi antitrust qui empêche une entreprise d'avoir ou d'essayer d'avoir un monopole. C'est notamment ce qui a freiné Disney dans sa frénésie de rachat, car il risquait d'avoir trop de pouvoir sur l'industrie et donc paradoxalement, il a bientôt plus de place sur son gant de l'infini. Je suis maintenant inéluctable. Donc tout ce bordel devrait être passé au peigne fin par un tribunal avant de valider quoi que ce soit. Quoique avec le canard à l'orange dans l'équation, ça risque d'outrepasser les lois. Bref, ces derniers temps, que ce soit en production originale ou bien avec le DCU de James Gunn, Warner était un énorme soutien au cinéma de qualité et peu importe qui le rachètera, il le détruira. On sera sauvé le temps que les contrats déjà signés s'épuisent, soit jusqu'en 2029, mais après, peu importe qui gagne le rachat, les spectateurs vont perdre et on va perdre très fort. On a eu une bande-annonce pour le film Street Fighter, c'est pas rassurant du tout. Le cast est très aléatoire en termes de fidélité et aucun effort n'a été fait sur certains costumes. Honda n'a même pas son maquillage, Vega on dirait un cosplay bas budget, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai jamais vu Dan avec une moustache. À la limite, on dirait Balthazar dans un live action de Moi Moche et Méchant. Ken et Ryu, j'attends de voir avec l'acting, mais ici il dégage aucun charisme. Et j'en avais déjà parlé dans une précédente émission, mais Bison, le choix de l'acteur, c'est juste non. J'ai rien contre David Dastmalchian, mais il a juste pas le physique du personnage. On dirait un haut gradé qui a jamais vu le front dans un film de la Seconde Guerre mondiale. Si on oublie le costume qui a plus de budget, c'est pas plus crédible qu'Alexandre Astier dans le Golden Show. Je suis Monsieur Bison. Bonjour. Bon bah voilà, je suis venu pour vous donner un petit coup de main. Ça doit être pratique pour les saucisses, ça. Pour finir, la bande-annonce respire une ambiance très cheap, rappelant les immondes adaptations des années 80-90. Oui, parce que pour les plus jeunes qui nous regardent, si aujourd'hui la plupart des adaptations de jeux vidéo sont mauvaises, c'était pire avant. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Mario! On gagne pas à tous les coups. Enfin, un peu de lumière dans les suites de merde chez Disney. Parce que si Pixar réussit plutôt bien l'exercice de donner des suites à ses films, chez Disney, c'est plus laborieux. Autrefois, les suites n'avaient pas de sortie cinéma et sortaient directement en VHS. Et si le Roi Lion a eu le droit à un traitement de faveur et que Peter Pan s'en sort pas trop mal, ce n'est pas le cas de tous. Mulan, Le Bossu de Notre-Dame, Aladdin, La Belle et la Bête et tant d'autres se sont fait empaler sur l'autel de la médiocrité à la gloire d'une souris dont les dents rayaient déjà le parquet à l'époque. Et souvent pour chier sur tous les progrès personnels faits par les personnages des premiers films. Mais grâce au succès de La Reine des Neiges, Disney s'est dit que comme Pixar, qui lui appartient, rappelons-le, il serait bien de proposer des suites qualitatives avec du budget. Et je vous vois ceux qui commencent à commenter que les premières suites Disney non Pixar parues au cinéma, c'est Bernard et Bianca au Pays des Kangourous et Fantasia 2000. Effectivement, on a deux exceptions. Pour revenir à ce que je disais, il décide de sortir au cinéma La Reine des Neiges 2. Je la retrouverai et tout s'arrangera. Vous n'avez pas peur? Elle ne me fera pas de mal, c'est ma sœur. C'est vrai? Je suis persuadé que c'est un être exquis. C'était pas ouf, mais le terreau de base n'était déjà pas incroyable, donc je n'ai pas vraiment été surpris. On a ensuite eu le droit à Vaiana 2. Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin. Je vous l'apprends certainement pas, il s'agissait à la base d'une série pour Disney+, qu'ils ont décidé de condenser en film. Pour une série, ça aurait été ok, et certainement plus développé. Mais au final, on a une intrigue nettement moins épique que le premier, des musiques bien moins marquantes, et des sidekicks qui ne servent à rien. Certainement que dans une série, ils auraient chacun eu le droit à leur épisode, mais dans le film, ils servent vraiment à rien. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais je me souviens déjà presque plus du film. On en arrive à Zootopie 2. Et enfin, une bonne suite à un film Disney. 1, 2, je m'arrêterai à 2. Cependant, j'ai vu pas mal de commentaires disant qu'il était mieux que le premier. Il est bien, je suis d'accord, mais faut doser.
Très amusant, très amusant. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur la... L'un des points forts du film, c'est la découverte de nouvelles zones de la ville, et c'est logique puisque les barrières climatiques qui permettent aux différentes espèces de cohabiter entre elles sont au centre de l'intrigue. Cependant, on ne retrouvera pas l'émerveillement de la découverte de Zootopie au travers des yeux de Judy, comme dans le premier volet. Et c'est bien normal. Les personnages sont toujours aussi attachants. C'est drôle, le film glisse quelques refs à d'autres films allant de Ratatouille à Shining. Et l'histoire, bien que son dénouement soit prévisible, est très sympa. Mais bien qu'on ajoute le combat contre les bourgeois capitalistes qui utilisent la police corrompue à leur fin, ça reste la même thématique du vivre ensemble. Dans le premier film, tout le monde pense qu'un lapin ne peut pas être flic et contre toute attente, fait équipe avec un renard, son ennemi naturel, renard qui, rappelons-le, par essence ne peut pas être bon et prépare forcément un sale coup, et à eux deux sauvent la ville et deviennent des héros. Début de Zootopie 2, on ne confie pas de grosses affaires à un lapin et un renard car ce sont des ennemis naturels et que leur binôme ne peut pas fonctionner et n'engendre que des catastrophes. J'ai un peu l'impression qu'on est revenu sur les acquis du premier film. D'ailleurs, pour illustrer ça, tous les binômes de flics sont devenus des duos de la même espèce, et les binômes comme celui de Nick et Judy sont présentés comme dysfonctionnels. En soi, je veux bien, si les duos du premier film n'étaient pas tous composés de deux animaux différents. Agent Grisoli, Cromailleur Del Chaton, vous vous occuperez des mammifères disparus de la forêt tropicale. Agent McCorn, Rinovitz, Loustic, envoyez vos hommes place du Sahara. Agent Higgins, Rugis, Trompagny, Toundraville. Et pour finir, notre premier lapin. Agent Ops, je vous affecte au stationnement. Fin de la réunion. Ça permet au moins de montrer des choses sympas et totalement vraies sur les animaux. Il y a notamment un passage où un binôme ne fonctionne pas car l'un sourit tout le temps par sympathie et ça met le second hors de lui par réflexe primaire. En effet, certains animaux n'aiment pas du tout qu'on leur sourit car dans leur langage corporel, montrer les dents, c'est perçu comme une menace. Mais il y a aussi des choses qui certes ne sont pas graves mais véhiculent de fausses idées et notamment sur le serpent, l'un des nouveaux personnages du film. En effet, on nous montre un serpent qui envenime dès que ses crochets touchent quelqu'un alors que les serpents venimeux sont tout à fait capables de choisir s'ils injectent du venin ou non. Et dans ce deuxième cas, on appelle ça une morsure blanche. De même, les serpents sont interdits à Zootopie à cause du risque lié à leur venin. Or, sur plus de 3900 espèces de serpents, seulement 600 sont venimeuses, soit environ 15%, ce qui est assez faible. Nous, on n'est pas des méchants, vous savez. Et pour finir, Gary, le serpent donc, est de toute évidence une vipère. Et toutes les espèces de vipères ont une dentition solénoglyphe, c'est-à-dire que les crochets sont rétractables. Donc aucun risque d'envenimation accidentelle. Et surtout, il ne devrait pas avoir les crochets tout le temps visibles, comme c'est le cas dans le film. C'est un film pour la famille, mais c'est dommage de manquer de rigueur à ce niveau-là quand tu présentes d'autres choses très intéressantes à côté. Pour finir, tout comme La Reine des Neiges 2, on sent bien l'insistance pour essayer de recréer le phénomène musical du premier film. Même si je l'accepte plus dans Zootopie, puisque Gazelle, le personnage auquel Shakira prête sa voix à nouveau, fait partie intégrante de la ville. Je termine avec une mention spéciale pour les zébros et le nouveau maire, inspiré d'Arnold Schwarzenegger. Ils m'ont beaucoup fait rire. Désolé, vous pouvez me remontrer ça? J'avais pas mis mes lunettes. Gérald le Conquérant. Il aime la Normandie, déteste les Américains, les Parisiens et Deauville. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Et il a un projet, la création d'un parc d'attractions identitaire à la gloire de Guillaume le Conquérant. Parc d'attractions identitaire. Rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. J'aime beaucoup le cynisme et l'humour noir. De ce fait, Fabrice Eboué passe bien, d'habitude. Le postulat de départ est plutôt sympa et le casting du film est cool. Il trouve ses origines dans un sketch. Ils ne te servent que des burgers et du coca. Au parc Astérix. Non mais tu te marres Antoine, mais s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. Et c'est pas le premier à faire ça. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Franck Dubosc qui joue d'ailleurs son propre rôle dans ce film, et c'est volontairement gênant. Oh là là, Eboué est très fort pour créer des moments de cringe comme ça. Après, il faut aimer. Ce n'est pas mon parc, c'est votre parc. C'est pour la Normandie que je me bats, pour les Normands, pour vous. Cependant, il ne suffit pas d'étirer un sketch pour en faire un film, et j'ai un peu l'impression d'avoir vu les trois mêmes blagues tout le long du film, mais tournées différemment. Ça me confirme la passion qu'a Fabrice Eboué d'interpréter des personnages fous et totalement hors sol. Mais dans ce film qui traite de crise identitaire et de la recherche, je dirais même le besoin d'identité, j'aurais aimé voir une autre conclusion. En résulte un film qui, de par son humour et sa construction, ne plaira pas à tout le monde et qui, de toute façon, n'en avait pas l'objectif dès le départ. Passons à présent à la sortie majeure de ce mois de décembre. Je veux bien sûr parler du film qui pète à coup sûr le box-office, Avatar, Fire and Ash.
Après un second opus qui a eu du mal à convaincre, je suis allé voir celui-ci avec une certaine appréhension. Mais je dois avouer que j'en ressors surtout du positif. Commençons tout de même par les moins. La structure, c'est toujours la même. Je peux difficilement étayer mon propos sans spoil, mais ça devient franchement redondant. Les scénaristes, un otage, c'est pas mal comme ressort scénaristique, mais vous l'avez déjà beaucoup utilisé dans le 2. Là, je commence à croire que vous n'avez que ça en stock. Enfin, et c'est le cas de beaucoup de blockbusters du genre, mais il y a pas mal de facilités scénaristiques. À présent, les points forts. C'est beau. Ça, on s'en doutait, mais c'est toujours une putain de claque niveau FX. Même si à cause de ça, James Cameron a tendance à faire un peu trop de contemplatif. Le film qui dure 3h17 aurait pu être plus court, mais je l'ai pas mis dans les défauts car ça dépend de l'appréciation de chacun. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai vu le film en VO, IMAX et 3D. Si la 3D, je m'en fous un peu, l'IMAX en revanche est franchement bienvenu. Cependant, le combo des deux est sacrément cher, d'autant que je paye déjà un abonnement cinéma, mais il faut quand même remettre la main au portefeuille si on veut de la 3D, 4DX ou de l'IMAX. Pour revenir au point fort, même si on passe beaucoup de temps dans les mêmes décors que le 2, j'ai beaucoup apprécié la variété des paysages, forêts, océans, montagnes et bases humaines qui me fait un peu penser à Midgard dans FF7. Concernant les personnages, on a le droit à de beaux approfondissements sur certains, mention spéciale à Kiri et Spider qui deviennent vraiment intéressants. Belle amélioration également pour Neytiri qui n'avait que 2 émotions dans le dernier film. Comment vivre en étant habité par tant de haine? J'ai également beaucoup aimé les sujets de société abordés, le racisme et le biais de familiarité, le deuil, le suicide et comme toujours dans les films Avatar, l'écologie bien évidemment. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. En parlant de ça, je ne pensais pas qu'on aurait autant d'informations sur la biospiritualité de Pandora. Je ne sais pas si biospiritualité est un mot qui existe ou non, mais c'est comme ça que je perçois le rapport que les Na'vi ont avec la déesse Eywa. Je suis pas sûr que ça fera plaisir à tout le monde. Perso, j'aime bien, mais je sais que d'autres préfèrent quand ça reste flou. J'ai un doute, mais je crois avoir vu une référence à Evangelion. On verra ce que Cameron en dit dans un best-of. D'ailleurs, si le premier film était une représentation évidente du colonialisme, particulièrement celui qui a eu lieu en Amérique, il me semble que celui-ci s'inspire de ce qui s'est passé au Japon durant l'ère Sengoku et que l'arquebuse portugaise est arrivée, déséquilibrant totalement le rapport de force entre les différents clans. Pour finir, j'ai adoré voir la part d'ombre qu'il y a chez certains personnages. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus inattendu dans ce 3e opus. Je vais m'arrêter là pour pas spoiler. Et en conclusion, le film n'est pas sans défaut, mais propose largement assez de bonnes choses pour me faire passer un bon moment. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui nous sera proposé dans le 4e opus. Pour ça, rendez-vous en 2029. On passe à présent à des informations beaucoup moins joyeuses. Le mois dernier, le cinéma et la culture populaire ont perdu plusieurs figures qui, chacune à leur manière, ont profondément marqué notre imaginaire. À commencer par Udo Kier, un visage impossible à oublier. Du cinéma de genre au cinéma d'auteur, de Warhol à Lars von Trier, il incarnait l'étrangeté, le malaise et la liberté totale de jeu. Avec lui, le cinéma osait être bizarre, dérangeant et profondément vivant. Dans un autre registre, la Jamaïque a remporté pour la première fois une médaille d'or en bobsleigh à 4. Ça s'est passé le 23 novembre dernier et malheureusement, le lendemain de cette belle victoire, Jimmy Cliff s'est éteint à l'âge de 81 ans. Lui qui avait interprété I Can See Clearly Now dans la bande-son originale du film Cool Runnings, sorti chez nous sous le nom de Rasta Rocket. Peter Greer, lui, faisait partie de ces acteurs qui transforment un film dès qu'il entre dans le cadre. Un regard, une tension, une présence brute. On pense forcément à Pulp Fiction, mais également à des films plus légers comme The Mask. Ces acteurs-là ne sont pas toujours en haut de l'affiche, mais sans eux, le cinéma perdrait son étincelle. Enfin, Rob Reiner, un cinéaste qui a raconté l'amitié, l'amour, le passage à l'âge adulte avec une sincérité rare dans des films comme Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, son cinéma très humain a accompagné des générations entières. Ces disparitions nous rappellent une chose essentielle. Le cinéma ne vit pas seulement de nouveautés ou de tendances. Il vit de celles et ceux qui l'ont façonné, image après image, rôle après rôle. Et tant que leurs films continuent d'être regardés, ils ne disparaissent jamais vraiment. Merci d'avoir vu cet épisode de Checkpoint, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Pour soutenir l'émission, un like, vos points boost ou un abonnement, voire même les 3, c'est gratuit. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao et n'oubliez pas, restez curieux.